Et Polo Breitner nous rejoint. Polo, bonsoir. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Et Johan Crochet là également. Salut Johan. Salut Gilbert, bonsoir à tous. Bah tiens, Polo et Johan, vous êtes là. Démarrons par Stuttgart-Atalanta si vous le voulez bien. On va parler d'Inter-Arsenal ensuite, hein, évidemment, on a tout le temps. Mais l'Atalanta continue ce début de saison. Ils sont dans une période de folie. C'est incroyable, Johan. Où vont-ils s'arrêter ? Ouais, alors il faut savoir que ce soir, en gagnant à Stuttgart, alors même si l'échantillon n'est pas immense, parce qu'il y a 13 matchs, mais ils ont gagné plus de 50% de leurs matchs à l'extérieur dans leur histoire en Ligue des Champions. C'est dire aussi à quel point ce club-là est capable de se mettre au niveau, et ça c'est le travail de Gasperini, c'est le travail d'un jeu basé sur l'intensité, d'un jeu qui est proactif, d'un jeu qui est moderne et d'un jeu qui est parfaitement aligné avec ce qui se fait de mieux en Europe. Et ce soir, même si le match n'est pas si simple que le résultat pourrait laisser penser, je trouve que la première mi-temps, elle est plutôt bien gérée. Ils ont le ballon, Stuttgart essaye de piquer en contre, mais globalement, je trouve que l'Atalanta gère bien. Ils ne sont pas spécialement mis en danger, même si eux ne se créent pas spécialement non plus de grosses occasions. En deuxième mi-temps, ça a été plus difficile, mais après, le score était en ta faveur, tu menais 1-0, et puis il y a un petit tournant dans la gestion du match et dans le contrôle du match, c'est que Gasperini, dans sa gestion toujours de son groupe de joueurs, sort souvent des joueurs assez tôt. Et là, il a fait rentrer Zaniolo. Alors Zaniolo marque grâce à Anthony Rouault qui dévisse totalement un dégagement. Mais avant ça, l'Atalanta joue à 10 pendant une demi-heure. Et ça a été beaucoup plus difficile ensuite de sortir les ballons proprement. Ils n'avaient plus de points d'appui devant, je vais y arriver. Ils n'avaient plus de ligne de passe vers des attaquants. Zaniolo était toujours hors jeu, mais parfois même de 3-4 mètres. Polo, il y a une occasion... Zaniolo, il est hors jeu de 5 mètres, quoi. Tu vois, il lève pas la tête, il s'aligne pas. Enfin, donc ça a été plus dur en deuxième mi-temps. Et puis Stuttgart aussi est une équipe très dynamique qui met de l'intensité et c'est pas une équipe facile, hein. On l'a vu quand ils ont joué à Madrid, quand ils ont joué contre la Juve. Donc c'est un bon résultat. C'est la poursuite de cette formidable aventure de l'Atalanta en Coupe d'Europe. Gasperini disait à la fin du match aussi que la finale de l'année dernière en Europa League, et donc le trophée gagné, leur a donné une espèce de confiance en eux au niveau des joueurs, de se rendre compte que oui, ils avaient bien le niveau des matchs européens, que oui, ils étaient capables d'embêter beaucoup d'équipes. Et on le voit depuis le début de la saison. Je disais lundi dans les drôles de dames que sur les 3 matchs de Ligue des Champions, même s'ils avaient fait que 5 points sur 9, mais ils étaient invaincus, ils le sont encore ce soir. Ils avaient dominé tous leurs matchs. Ce soir, c'est un petit peu différent. Je ne peux pas dire qu'ils aient clairement dominé le match. Pour autant, c'est une équipe qui aujourd'hui se retrouve avec 8 points, se retrouve bien dans la bonne partie de tableau. Alors pas qualification directe, peut-être pas, mais au moins qualification via les playoffs. Et c'est difficile de se dire jusqu'où cette équipe d'Atalanta peut aller. À la fin du match, sur Sky, ils ont abusé, ils n'ont pas arrêté. Ouais, alors le Scudetto, vous y croyez? Ouais, la Ligue des Champions maintenant, jusqu'où vous pouvez aller? Gasperini, qui est très lucide, dit moi je les vois à l'entraînement, je les vois tous les matchs, je les coach. On n'est pas prêt pour le Scudetto. Par contre, on est prêt à la petite bagarre derrière. S'ils nous attendent un peu devant, nous on sera là. C'est ça aujourd'hui l'Atalanta. On va parler de Stuttgart, Polo, mais tu les as vus, l'Atalanta ce soir. T'as été surpris ? Bah non, je me rappelle aussi de la finale d'Europa League l'année dernière quand même, où ils ont mis une volée à Leverkusen. Enfin, si je suis surpris, c'est que je suis de mauvaise humeur. Si j'ai envie de dire... Qui peut être le cas. Qui peut être le cas, parce qu'en fait, si tu veux, lundi, j'en avais pas eu le temps d'en parler, mais moi déjà j'avais trouvé que la journée de Bundesliga était assez dramatique au niveau spectacle et que je trouvais que les équipes étaient très fatiguées. Ce soir, j'ai encore, et c'est valable pour toutes les équipes allemandes, j'ai trouvé mardi et mercredi le niveau technique des équipes allemandes assez dramatique et j'ai inclus le Bayern dedans. Et je me demande, donc là on est en train de faire la 3e semaine à 3 matchs par semaine et je me demande si on n'est pas en train de tirer la langue, notamment à Stuttgart. J'ai pas tout à fait la même analyse que Johan, parce que la supériorité technique il n'y avait pas que de l'intensité. Moi, j'ai trouvé que la supériorité technique de l'Atalanta était assez évidente, notamment en première mi-temps. Et je constate, par exemple, que Stuttgart, en faisant ses passes à ses propres joueurs, on faisait systématiquement des passes, non pas en arrière, mais qui arrivaient sur l'arrière des joueurs. C'est-à-dire qu'on ne leur donnait pas le ballon devant, quoi. Donc, pour moi, c'est tout souvent un critère qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, Johan a parlé de Rouault. Oui, moi, c'est un vrai problème que j'ai à Stuttgart, c'est la défense centrale. C'est Chez et Rouault en ce moment. Normalement, ils ne sont pas titulaires. Et à très haut niveau en Ligue des Champions, c'est un peu limite.
Ce que je trouve un petit peu dommage ce soir, c'est que moi j'espérais un vrai spectacle, je m'en fichais un petit peu du résultat. Et j'ai vu une équipe qui maîtrise son football, celle de l'Atalanta, et une équipe de Stuttgart qui est quand même assez limitée, y compris le joueur prêté par l'Atalanta, Touré, qui ce soir a quand même pas été extraordinaire. Les joueurs de Stuttgart n'ont pas fait un grand match, rien si on le compare avec le match contre la Juve par exemple. Donc ce soir, assez décevant la rencontre, mais encore une fois, j'espère que c'est juste sporadique, le sentiment que j'ai que les équipes allemandes sont très très fatiguées. Mais Polo, techniquement, même côté Atalanta, moi, enfin, par rapport à ce que je vois d'habitude d'eux, je les ai pas trouvés très bons ce soir. Alors peut-être mieux que Stuttgart, mais il y avait quand même beaucoup dans les 20 mètres, tu sais, les contrôles de Pasalic un peu longs, les contrôles ratés de Retegui aussi. Techniquement, je les ai pas trouvés extraordinaires. Mais le match n'est pas extraordinaire. Moi, je suis assez déçu en fait ce soir. Je suis d'accord. Et Et d'ailleurs, la Polo, seule chose, juste sur le côté technique, je sais pas si tu as vu comme moi, mais les 2 gardiens dans le jeu au pied, ça symbolisait aussi le faible niveau technique des 2 équipes ce soir. Mais en fait, moi, j'ai eu le sentiment, c'est comme hier avec Leverkusen, j'ai eu l'entraînement où Stuttgart était heureux avec un match nul et tout le monde rentrait. On était chacun avec son match nul, on gagnait un point et on est quasiment qualifié en fonction évidemment de son parcours pour le prochain tour. Et il a fallu que Stuttgart soit mené au score pour avoir 2 véritables occasions, enfin surtout la première, où sinon il n'y a pas grand-chose finalement. Mio n'a pas été extraordinaire ce soir. Furic, il était sur le banc ou blessé depuis le début de saison parce que Leveling qui était en feu est absent, etc. Non, je trouve c'est à la fois intéressant pour Stuttgart ce qu'ils peuvent faire, pas sur cette rencontre, mais c'est à la fois leur limite aujourd'hui. Donc ils vont continuer, je pense, d'embêter certains clubs, mais de là à en faire une équipe qui épouvantail, je pense que l'Atalanta est largement au-dessus à ce niveau-là. Bah, épouvantail, pas épouvantail, Polo, nous la seule question qu'on se pose, c'est et le match auquel on pense, c'est le déplacement du PSG là-bas. Bah alors le problème il est là, parce que moi je suis dans tous mes calculs là, et Stuttgart avait vraiment une marge de manœuvre, notamment avec la victoire à la Juve, et si on fait un calcul théorique, eh on pourrait très bien avoir un duel où Stuttgart avant la dernière journée est 23e ou 24e, et le PSG est 25e ou 26e, et que tout se jouerait lors de la 8e journée. Donc il va falloir que Stuttgart prenne 7 points lors des 3 prochaines journées, parce qu'ils ont un calendrier beaucoup plus facile, Étoile Rouge, Bratislava à l'extérieur et les Young Boys à domicile, plutôt que de jouer la qualification dans les 24 lors de la dernière journée contre le PSG, même si c'est à domicile. On va parler du Bayern dans quelques instants. Inter-Arsenal nous intéresse, avant de parler aussi du Barça. On aura même Johan au 32-16 qui est socio du Barça. Ce Inter-Arsenal, là, de quel niveau a-t-il été, Johan? Comparaison, par exemple, des matchs qu'on a vus hier. On a eu une soirée un peu plus calme qu'hier soir, quand même, en termes de surprise et de spectacle. Alors, je vais vous donner ce que j'ai entendu à la télé et je vais vous donner mon avis après, parce que c'est très différent. Ce que j'ai entendu à la télé, c'est à l'Inter, ça défend bien. Vraiment, quand il s'agit de défendre, ils se jettent tous sur tous les ballons. Voilà, on a quand même une équipe qui est en capacité de beaucoup subir et de ensuite, sur les rares occasions, marquer. Ok, ça, c'est ce que j'ai entendu à la télé italienne. Ce que moi, je vois de ce match-là, c'est qu'ils n'ont pas vu, hormis le premier quart d'heure où ils démarrent très bien, où Dumfries touche la barre sur une très belle action. Où ils mettent de l'intensité, où ils mettent un volume de course, où ils ont le ballon et ils veulent faire la différence, derrière, ils ne voient pas le ballon du match. Ils ne voient pas le ballon du match. En deuxième mi-temps, c'était même à un point où il y avait quasiment jamais 2 passes d'affilée, où Barella, il est rentré à la 60e minute, il a fait une séance de fractionné pendant 35 minutes, mais il a couru après le ballon, tout simplement. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que Inzaghi avait fait tourner. C'est toujours un peu ce principe qui m'étonne toujours un petit peu sur des gros matchs, mais pourquoi pas, puisque Bastoni, Di Marco, Barella, Mkhitaryan et Thuram ne jouaient pas, donc c'est quand même 5 éléments très très importants. Donc ça peut aussi évidemment conditionner la performance de l'Inter. Alors après, ça peut arriver, ok, très bien, sur un match, Arsenal est plus fort, ils gèrent mieux le ballon, ils sont beaucoup plus agressifs à la récupération, ils récupèrent plus haut. Ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, vraiment, tu avais l'impression d'avoir des mini-vagues. C'était pas des vagues non plus, ils n'étaient pas en train de subir occasion sur occasion, mais ils subissaient en tout cas le fait de perdre le ballon immédiatement, de le rendre à l'adversaire et donc de retourner en phase défensive où il fallait à nouveau se jeter sur tous les ballons. C'est vrai qu'Arsenal était très fort sur coup de pied arrêté, on le sait, le travail de Nicolas Jauvert.
Même si je trouve que l'Inter a trouvé des contre-mesures intéressantes, je pense que ça a été beaucoup bossé, notamment dans l'axe devant Yann Sommer. On sait que c'est là où Arsenal fait souvent des différences avec des blocs sur le gardien et avec des mouvements de deuxième poteau vers l'intérieur ou du premier poteau vers l'extérieur. Et l'Inter a plutôt bien géré ça. Par contre, oui, dans l'utilisation du ballon, il y a 1000 choses à faire mieux. Les joueurs offensifs, on les a pas vus. Taremi, il y a quelques occasions où il joue en une ou deux touches de balle sur les quelques ballons ressortis où c'est intéressant. Lautaro, il s'est beaucoup donné, mais on l'a très peu vu. Zielinski, on l'a pas vu. Fratesi, on l'a pas vu. Donc tous les joueurs offensifs, on les a finalement très peu vus. Par contre, il y a un joueur qui a été très très dominant défensivement et pour moi, ce niveau-là, je vais pas dire que c'est une surprise, mais par rapport à son, je vais pas dire par rapport à son niveau, mais par rapport à sa carrière avant d'arriver à l'Inter, puisqu'il est au Danemark, et aussi rapidement maintenant, au bout d'un an, être capable de faire un match de cette dimension-là en Ligue des Champions contre une grosse équipe européenne, c'est Jan Bissek, qui en plus jouait côté gauche, lui qui est plutôt plus à l'aise avec son pied droit, dans notamment tous les axes de relance et d'utilisation du ballon, ou le fait de se retourner sur ses appuis, axe droit et non pas axe gauche de la défense à 4, il a fait un très gros match. Côté Arsenal, je vous le fais rapide vu qu'il n'y a pas Julien. Bon, il y a clairement, voilà, on le sait, Julien nous. Ils vont pas bien. Et puis Odegaard, tu le remplaces pas comme ça, clairement. La créativité de ce joueur, la vision de ce joueur, la capacité technique à trouver les espaces ou les joueurs dans l'espace, tu le remplaces pas aussi facilement. William Saliba, plutôt bon match. J'ai trouvé le côté droit assez décevant, Saka White. Après, ils se sont créés quelques occasions, ils auraient pu mieux faire, mais ils n'ont pas été non plus. Ils ont eu le ballon, ils l'ont plutôt bien utilisé jusqu'aux 20 derniers mètres. Ensuite, ça a été beaucoup de frappes de l'extérieur, de centre, de corner, de coups de pied arrêtés, et un peu moins de déstabilisation à travers le jeu au sol. Maintenant, c'est une très belle victoire pour l'Inter. Inzaghi disait à la fin du match, cette équipe d'Arsenal m'a impressionné. Je pense qu'il avait très bien travaillé, il savait très bien quelles étaient les qualités de cette équipe-là. Je pense qu'il ne s'attendait pas autant en deuxième mi-temps à être dans ces 20-25 mètres. Mais en tout cas, c'est une belle victoire. Et surtout, au-delà même de... Je vais être un peu moins exigeant sur le jeu ce soir, parce que Inzaghi avait fait tourner, et surtout parce que ça te place dans une position très intéressante pour la qualification directe. J'ai un petit quiz très rapide. Il y a deux équipes qui n'ont pas encore encaissé de but au bout de 4 matchs en Ligue des Champions, à votre avis? L'Atalanta. Oui. Liverpool, peut-être? Liverpool, non, non. Je suis même pas sûr. Liverpool en a pris un. L'Inter, peut-être? L'autre, c'est l'Inter, donc deux équipes italiennes. Il y en a une seule qui n'a pas encore marqué de but en Ligue des Champions. Laquelle? Bologne. Exactement, voilà. Oui, c'est Bologne. C'est ça. Ça les va 0 pas arranger pointés, que ce soit positivement ou négativement, c'est pour les Italiens. Voilà. D'accord. Allez, courte pause et on revient avec Barça et le Bayern, entre autres, au programme. À tout de suite. Alors, le Barça est allé gagner tranquillement à l'Étoile Rouge, 5-2. Edgar Groslo est de retour avec nous. Alors, le 5-2, on pourrait croire comme ça qu'il y a un simili-moment où ça a été serré, mais non. Non, il n'y a jamais eu de simili-moment. Voilà, le Barça continue, ça marche en avance. Et voilà, il y a l'Atalanta en Italie, il y a le Barça en Espagne. On a deux équipes là qui, en ce moment, sont au-dessus. Oui, ils commencent très fort avec l'ouverture du score. Liverpool après, ils aussi, se relâchent un petit peu. Ils se prennent un but et après, deuxième période, ils ont complètement déroulé. À la fin, ils ont pu faire plein de changements pour pouvoir. Est-ce que Rafinha n'est pas respirer. Le meilleur joueur d'Europe en ce moment? Si, en ce moment, oui. J'allais vous en parler. Rafinha, mais Salah est pas loin. Liverpool, il ne faut pas oublier. C'est plutôt les équipes intouchables il a du déjà moment été qu'il faudrait décisif 20 fois recenser. cette saison, Rafinha. Tu dis quoi sur Rafinha? Rafinha a déjà été décisif 20 fois cette saison. 20 fois décisif. Voilà, mais un but magnifique là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le plat du pied. Exactement, avec une sérénité, il arrive devant la surface, il ferme son pied, c'est maîtrisé, c'est le geste d'un joueur de haut niveau. Je ne sais pas, Daniel, si tu avais imaginé voir ça un jour de la part de Rafinha, c'est de régularité et surtout ce leadership sur ce terrain. Je ne sais pas, mais pour Jérôme Thomas l'avait vu à Rennes. Il savait, Jérôme. Non, pour ce qu'il avait dans les pieds, niveau ballon et tout, Rafinha, quand même, on savait que c'était un bon joueur. Maintenant, la régularité, c'est autre chose. Ça, je te l'accorde. On n'était pas censé savoir. Mais par exemple, en joueur de côté, puisque c'est la grande mode. Bon, comment je vais faire pour ne pas encore qu'on m'accuse de faire une fixette? Enfin bon, quand tu vois ne serait-ce que le contact au ballon entre Bambi et Rafinha, on est dans deux mondes différents. Dans le contact au ballon, quoi, tu vois, ne serait-ce que ça. Après, leur carrière, on verra. Mais il y en a un qui, en termes de talent, en termes de qualité technique, est largement au-dessus. Voilà.
En tout cas, c'est l'un des changements de cette équipe du Barça cette saison. Et il y avait une analyse Et même très par rapport à intéressante. Dembélé, on n'en parle même pas. Oui, il y avait une analyse très intéressante dans le média catalan Sport qui écrit ce Barça est transparent. On sait toujours ce qu'ils vont faire. Leur tactique, elle est très claire avec cette défense très haute, un jeu très clair. Et les adversaires savent ce qu'ils peuvent faire. Et c'est juste que pour l'instant, c'est tellement bien huilé que personne n'arrive rien à faire pour l'instant. Une petite stat pour vous qui est impressionnante. Sur les 7 derniers matchs, il marque 3 buts minimum à chaque fois, le Barça. Sur les 7 derniers matchs. Et à chaque fois, une victoire contre notamment le Bayern, contre le Real, contre Séville. C'est vraiment une machine pour l'instant. Et voilà, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Si on est sur les stats aussi, Lewandowski qui marque son 99e but en Ligue des Champions ce soir. Il a un meilleur ratio but par match que Messi, que Ronaldo dans cette compétition. C'est une équipe qui fait peur. On va voir si ça tient toute la saison. Mais en tout cas, la presse catalane n'a pas un mot négatif à dire sur cette équipe ce soir, même s'ils ont pris un but, même s'ils ont pris même un deuxième but en fin de match. Ils ont une nouvelle fois montré que c'était peut-être la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Et on peut arriver à être un entraîneur qui arrive, qui s'installe et qui réussit tout de suite parce qu'il trouve tout de suite la solution. Il n'a pas besoin d'un projet de 3 ans. Johan est là, supporter du Barça, socio même du Barça. Salut Johan. Bonjour tout le monde. Enfin bonsoir, pardon, cette heure-ci. Salut Johan. Qu'est-ce que tu ajouterais à la démonstration dithyrambique d'Edgar? 2 chiffres, 55 buts en 16 matchs, quand même, depuis le début de l'année. Oui. Donc quand on regarde le Barça, on ne s'ennuie pas. Quoi qu'il arrive, enfin 55 buts pour. Hein. Je compte pas les buts contre, mais à chaque fois ça égaye les matchs. Et puis moi les seuls petits doutes que j'ai par rapport à ce début de saison, c'est 7 buts en 3 matchs refusés pour des hors-jeux de quelques centimètres. Il y en a encore 2 ce soir, donc on va dire que pour le moment ça passe, mais c'est quand même toujours très très limite. On se retrouve à peu de choses près d'encaisser 2 buts ce soir, 3 le week-end dernier, 2 contre le Real. Enfin, les hors-jeux se jouent quand on voit les révélateurs des fois à quelques centimètres. Donc pour le moment ça passe. Faudrait pas que ça s'arrête, quoi, parce que sinon on n'est pas couvert par un énorme gardien quand même actuellement. Ah, tu vois quand même quelques petits points faibles. Bah, le gardien est faible, hein. Il a fait son match miracle contre le Real avec ses 2-3 interventions, mais on le voit aujourd'hui là sur les 2 buts encaissés. Sur le premier, il fait une sortie statue, il prend quand même un piqué qui rentre en plein milieu du but, et sur le deuxième, l'attaquant fait une jolie passe au filet, mais on a l'impression qu'il ne se détend pas, quoi. Donc il est pas très rassurant. C'est un peu la fine bouche, Johan, mais bon. Non, mais on voit un peu plus loin que le mois de novembre. Les deuxièmes gardiens au Barça, ça a toujours été un problème. Parce que, rappelez-vous du garde du corps de Messi, là, comment il s'appelait celui-là? Pinto, magnifique. Le narco. Mais il y avait eu Silesen par un moment, c'était plutôt. Ah oui, c'est pas mal. Plutôt une bonne pioche. Dutruel, il était premier gardien ou deuxième gardien? Comment? Il a fait quelques matchs en titulaire. Dutruel, il était premier ou deuxième? Comme titulaire. Il a été premier pendant un mois et demi. Il a pris l'eau dans un match à l'extérieur où il a pris 5 buts et il a pu rejouer. Bon. Oui, je crois que c'est Johan qui voulait rajouter un truc. Oui. Vous savez, donc le Barça là, a joué 17 matchs, si je ne me trompe pas, entre championnat et Ligue des Champions. Ils ont provoqué chez l'adversaire plus de 100 hors-jeu. Ouais. Plus de 100 hors-jeu en 17 matchs, c'est monstrueux. Les adversaires, pour l'instant, ils ne trouvent pas la réponse. Contre le Real, d'ailleurs, c'était incroyable. Tu voyais là le coup Barcy. 12 hors-jeu du Real sur le match. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant ce qu'a dit notre auditeur aussi. Et Daniel, je voulais avoir ton avis sur ça. C'est quand même très intéressant de voir un entraîneur qui prend l'innovation de la VAR et qui l'applique concrètement dans le jeu, qui adapte vraiment sa façon de défendre, parce que là, cette façon de défendre au centimètre près, ce serait absolument impossible s'il n'y avait pas la VAR, parce que c'est ça qui leur permet d'être aussi précis. Et c'est intéressant de voir qu'on a pris cette innovation et qu'on a changé la façon de défendre d'une équipe qui aurait été impensable il y a encore 5 ans. Moi, je trouve ça assez impressionnant. On va voir s'ils arrivent à tenir cette précision, parce que l'auditeur l'a dit, ça se joue à quelques centimètres. On va voir s'ils arrivent à tenir ça toute la saison, mais je trouve ça très intéressant. À une époque, il y avait ça, à l'époque du Grand Milan AC, la VAR, c'était Franco Baresi. Quand il levait le bras, ça veut dire que les mecs étaient hors jeu et l'arbitre ne se posait pas de questions. Mais tu as raison il levait le bras et c'était hors jeu. Tu as raison de rappeler ça. C'est lui qui décidait. À l'époque, le hors jeu, c'était différent. C'est que tout joueur qui était hors jeu égale hors jeu.
Et donc Milan avait cette faculté à remonter le bloc très rapidement. Absolument. Et il y avait toujours un attaquant qui était un peu trop avancé, et bim, hors-jeu, Baresi levait le bras, et c'était hors-jeu. Voilà. Johan, il faut qu'on parle de Koundé quand même, parce que je crois qu'il fait 3 passes décisives ce soir. 3 passes décisives, oui. Et il fait partie de cette défense qui joue parfaitement bien le hors-jeu. Donc, Mais enfin, Koundé, quand on pense ses débuts en tant que latéral droit, ce que ça pouvait donner à la fois au Barça ou en équipe de France, c'est ahurissant, mais même en quelques mois, parce que sous Xavi, c'était quand même. Je me souviens, à chaque fois, il repiquait et repartait en arrière pour refaire une passe en retrait. Il n'en est jamais au bout d'une action pour centrer. Et là, on le voit ce soir où il dédouble assez régulièrement avec Lamine Yamal. Ses centres sont précis. Enfin, sur le but de Rafinha, il va bien chercher en retrait pour le but de Rafinha. Enfin, il a plusieurs capacités de centre dans sa palette. C'est pas uniquement le centre fort au cordeau comme il pouvait faire par le passé, quoi. Bon, on a même parlé de lui pour le brassard en équipe de France. Bref, voilà un type qui monte en puissance et qui n'est pas que un mec qui porte des robes et des talons. Il est aussi un passionné de mode. Voilà. Il y a du monde devant lui pour le brassard quand même au Barça. Non, je parle en équipe de France. Ah, pardon. Merci Johan, salut, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Ciao Johan. Mon cher Polo, vous allez peut-être regretter Henri Didier Flick en Allemagne. Déjà, c'est Hans Dieter. Dieter, c'est pas Didier, c'est Thierry. Ah, d'accord. Dieter, c'est Thierry. Henri Thierry. Voilà. Non, Polo, toutes ces années, moi, Dieter, c'était Didier pour moi. Bah ouais. Mais c'est quoi Henri alors? Si Hans, c'est pas Henri. Non, il te dit que Dieter, c'est pas Didier. Ah, Hans, c'est Jean? Hans, c'est Jean, ça, on savait que Hans, c'était Jean. Et Henri, c'est quoi alors? En allemand? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais donc lui, il s'appelle Jean-Thierry. Jean-Thierry Flick. Heinz, Henri Heinrich. Bah oui, Heinz-Peter Briegel. Ah, c'est ça. Heinz-Peter Briegel, c'est Jean-Pierre. C'était Jean-Pierre Briegel. C'était Jean-Pierre Briegel. Jean-Pierre Décathlonien. Et là, c'est Jean-Thierry. Bon, bref. Donc, oui, non, Flick, voilà. En tout cas, chapeau l'artiste quand même. Oui, mais encore une fois, c'est important. Je pense que moi, je lis pas l'espagnol, donc je peux pas entendre ou j'entends ce que dit Edgar. Mais moi, je reste extrêmement modéré sur le fait qu'aujourd'hui tout réussit au Barça et c'est très bien. Quand le Bayern jouait comme ça, on disait qu'il y avait des trous derrière dans tous les sens. Ça va pas empêcher le Bayern de gagner la Ligue des Champions en 2020, mais il y a un moment où il faut voir si ça tient toute la saison, parce que ça va se calibrer au niveau des équipes qui vont le rencontrer. D'ailleurs, c'est très intéressant, le 4-1 que s'est pris le Bayern contre le Barça, ils ont analysé ça de leur façon, et ils se sont dit, mais finalement, c'est pas si grave que ça, c'est juste une question de réglage. Donc, je pense qu'ils ont envie de rejouer le Barça, au match retour, mais on va pas découvrir comment joue Hansi Flick non plus, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la presse française, à chaque fois que le PSG jouait le Bayern, on disait il y a des trous partout derrière. Et quand c'est le Barça qui fait exactement la même chose, on trouve tout ça formidable. Donc j'aimerais bien comprendre pourquoi. Ah, peut-être parce que les joueurs au Barça. Parce que c'est le Barça et que de l'autre côté, c'est le Bayern. Voilà, c'est ça. Peut-être. Alors le Bayern, justement, allons-y. Victoire à 0 face à Benfica. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de ce match ce soir? Benfica a mis le bus, comme malheureusement, en 5-3-2, assez lamentable quand tu connais Enfin, moi, j'adore le foot portugais, donc quand je vois ça ce soir, ça m'embête un petit peu. Puisqu'on est dans le monde des statistiques, 23 tirs à 1 pour le Bayern, 75% de possession et seulement 1-0 après l'heure de jeu par Musiala qui devient un buteur de tête, ce qui fait beaucoup rigoler en Allemagne parce que c'est pas sa spécialité. J'ai trouvé un Bayern toujours pareil, dans les 30 derniers mètres, c'est pas extraordinaire, etc. Ils ont complètement dominé la rencontre. Benfica a joué le contre. Je me suis même dit pendant un moment, Benfica va réussir le hold-up parfait. Finalement, 65e minute, ils réussissent à ouvrir le score par Musiala. Mais encore une fois, moi, j'ai trouvé que les équipes allemandes étaient fatiguées. Et ce Bayern-là, quand tu as 23 occasions à 1, c'est pas 1-0 que le score habituel, c'est 3-0. Donc est-ce que c'est un peu le stress de absolument devoir réussir un résultat par rapport aux 2 défaites contre Aston Villa et contre le Barça justement? Je sais pas. Il y avait une pression sur les points, évidemment, même si ça ne changera strictement rien à la fin des 8 journées. Si j'avais encore quelque chose qui m'embêtait un petit peu, c'est que Kompany utilise quasiment tout le temps son équipe type. Il fait très peu tourner. Il y a en gros Gnabry et Coman qui sont en concurrence aujourd'hui. Là, il a fait jouer Leimer à la place de Guerreiro au poste d'arrière droit parce qu'il y a des blessés, etc. Mais tout le reste, c'est toujours les mêmes.
Je me demande aussi si eux, ils sont pas en train de tranquillement, lentement mais sûrement, de tirer la langue. Et ce soir, on va dire service minimum. Mais quand tu vois la rencontre, il n'y a pas photo, quoi. Mais j'aimerais que ce soit plus efficace.